Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. On vous propose sur 2 jours une série particulière de portraits de maires qui sont directement impactés par l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Jean-Paul Naud, le maire de Notre-Dame-des-Landes que nous allons rencontrer demain, un opposant au transfert. Et aujourd'hui, Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, pour qui le maintien de Nantes Atlantique a des implications directes puisque sa commune se trouve en bout de piste. On a souhaité les rencontrer, prendre le temps de leur poser des questions pour savoir comment ils ont vécu cette décision historique du 17 janvier 2018 et comment ils se préparent pour la suite. On commence ici à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Nous sommes dans le bureau du maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, Jean-Claude Lemasson. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à la table où vous avez accueilli le Premier ministre Édouard Philippe avant sa décision, quelques jours avant. Il était venu voir les élus locaux et c'est à cette table que vous l'aviez accueilli. Effectivement, le 13 janvier, un samedi matin de bonne heure. Donc c'était là. Vous êtes maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, également vice-président de Nantes Métropole, mais maire depuis 2008, c'est votre 2e mandat. Vous êtes élu sur la commune depuis 1989, même s'il y a eu des interruptions. C'est une ville qui a toujours été favorable au transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Si j'en crois la consultation de juin 2016, où il y avait 71,7% des habitants qui ont voté oui au transfert. Est-ce que vous, le transfert, ça a fait partie aussi des raisons de votre engagement en tant que maire de cette commune ? Oui, et puis on peut même remonter un petit peu plus loin, parce que dès les années 70, le conseil municipal de Saint-Aignan-de-Grandlieu avait déjà adopté à l'unanimité une motion en faveur du transfert. Oui, en 2008, le programme présenté aux électeurs en mars 2008 tenait compte d'un transfert, puisque la DUP était signée, l'engagement de l'État était réel, et donc il fallait en tenir compte et préparer la commune au travers de son aménagement du territoire, mais aussi au travers ses équipements socio-éducatifs à rénover et à construire. Nous avons d'ailleurs renouvelé les éléments en 2014, en allant même un peu plus loin, puisqu'entre-temps, nous avions demandé à un groupe de citoyens de travailler sur ce qu'ils pensaient être le devenir du bourg de Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc une fois construit des logements, comment organiser tout ceci. Et donc en 2014, tout naturellement, le programme en tenait compte, bien évidemment. Alors, si on revient à la date qui nous intéresse, une date récente, qui est le 17 janvier 2018, c'est l'annonce d'Édouard Philippe, justement, qui dit non, le transfert ne se fera pas, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Nos équipes de Télé Nantes étaient ici aussi à la mairie quand vous avez appris cette décision. Vous avez été marqué, évidemment, abattu par cette décision. À un moment où, paradoxalement, on entendait enfin parler de Saint-Aignan-de-Grandlieu. On aurait aimé que ce soit différemment et bien évidemment, nous avons tenté pendant tous les débats, y compris pendant la période de la médiation et pendant la période du CCGED, les 3 experts de Ségolène Royal, nous avons essayé de faire entendre une voix différente, notamment sur le fait que Grandlieu existait et que cette 2e réserve ornithologique de France après la Camargue existait aussi, était concernée par le survol à très basse altitude, au-delà des Nantais que je respecte bien évidemment, des Agnanais ou des Bougnésiens pour une partie. Et donc, tout naturellement, visiblement, un certain nombre de personnes se sont intéressées au territoire de Saint-Aignan-de-Grandlieu très récemment. Il est dommage que ce soit trop récent, mais ça veut peut-être dire aussi que quelque part, dans sa décision, Édouard Philippe, après son passage ici le 13 janvier, a peut-être intégré dans son analyse qu'il y avait des choses à considérer sur ce territoire. Saint-Aignan-de-Grandlieu n'a pas de plan B du fait de sa configuration, du fait de l'application de la loi littorale sur son territoire depuis janvier 1986, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans. Oui, loi littorale parce que le lac, puisque ça s'applique aussi au rivage lacustre. Exactement, et du fait de l'étendue de ce lac, 6000 hectares en hiver quand même, voire un peu plus, eh bien, pas de plan B, la loi littorale couvre l'ensemble du territoire. Les zones urbanisées ou préexistantes avant la loi littorale sont aujourd'hui construites. La seule opportunité de constructibilité était le bourg, mais contraint par le plan d'exposition au bruit qui gèle totalement le bourg. L'aéroport restant, avec allongement ou pas de piste, bien évidemment, on ne souhaite pas d'allongement, ça c'est très clairement, eh bien le bourg malheureusement disparaîtra à terme de sa vie. Alors les bâtiments resteront, bien évidemment, mais les commerces, les services, tout ceci disparaîtra au fil du temps. Actuellement, sur votre profil Twitter, justement, votre photo de profil, c'est écrit « commune sacrifiée ». Vous estimez que Saint-Aignan-de-Grandlieu est une commune sacrifiée dans cet arbitrage? C'est comme ça qu'on l'entend, et c'est d'ailleurs ce que disaient déjà les experts des opposants pendant la commission du dialogue en 2013. Je me souviens de M.
Banquier. Il m'avait dit très clairement, oui, nous avons bien compris que nous sacrifions la commune de Saint-Étienne-de-Grandlieu. Nous allons passer de 55 000 mouvements à peu près en 2017 à 80 000 mouvements en 2025 ou 2030. Donc ce n'est pas 2 fois plus de mouvements, mais on voit bien qu'un certain nombre, dont la grande majorité se passe côté sud, avec des atterrissages, notamment, qui sont les plus perturbants du fait de la masse des avions à très basse altitude, qui seraient positionnés à 70% par le sud, au dire des médiateurs. Donc imaginez bien effectivement qu'il va être difficile de composer avec une vie au cœur de ce bourg, et si le bourg ne vit plus, la commune ne vit plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi qu'il y a certains habitants qui ont, on va dire, spéculé, puisqu'ils se sont installés sur la commune alors que l'aéroport était là, et que la décision, enfin le transfert n'était pas encore fait. Il y a des gens qui se sont installés ici avec l'aéroport qui est existant, il est là depuis des dizaines d'années. On ne peut pas dire aujourd'hui que les gens qui sont arrivés depuis 2008 ont spéculé, puisque en 2008, l'État a dit le transfert est acté et on déménage. Donc vous serez libéré de cette contrainte dans 5, 6, 7, 8, 10 ans. Donc tous ceux qui sont arrivés dernièrement, depuis la décision de l'État, n'ont pas spéculé. Les autres n'ont pas spéculé non plus. Enfin, moi, je suis arrivé ici en 1986, locataire d'un logement social, et j'ai fait une acquisition en 1990. Donc voilà, aujourd'hui, je ne demande pas à ce que mon logement soit racheté par l'État. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir vivre dans une commune et de faire sa vie au même titre qu'on pourrait le faire ailleurs. Vous faites souvent un parallèle aussi entre Saint-Étienne-de-Grandlieu et la ville de Goussainville, qui a aussi été impactée par l'aéroport de Roissy et qui est devenue, pour partie, une ville fantôme. C'est le destin que vous craignez aussi pour oui, alors on peut faire le parallèle, mais on peut faire un parallèle, pas forcément exactement la même chose. D'abord parce que le trafic à Roissy n'est pas le même, que la ville de Goussainville est plus importante que celle de Saint-Étienne-de-Grandlieu. Et le parallèle s'arrête aussi dans le sens où le bourg de Saint-Étienne est beaucoup plus proche du seuil de piste que le bourg de Goussainville ne l'était de la piste sud de Roissy. On ne souhaite pas avoir une ville fantôme demain. Il va falloir travailler sur la délocalisation, comme le préconisait le médiateur, des équipements socio-éducatifs de la commune. Maintenant, je ne sais pas où, puisque la loi littorale nous interdit de construire ailleurs que dans le bourg aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet. Et si toutefois la délocalisation pouvait s'opérer, il faut organiser, faire en sorte que le bourg de demain soit un bourg qui soit suffisamment vivable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des ruines, bien évidemment. Mais c'est une crainte. Vous étiez un partisan du transfert, aujourd'hui vous êtes un opposant. Comment vous voyez aujourd'hui votre rôle en tant que maire de Saint-Étienne-de-Grandlieu sur ce que vous pouvez faire pour la suite? Je pense qu'il y a plusieurs engagements possibles. Et d'abord, le premier engagement qui est celui de la protection des riverains, de leur santé, mais aussi de leurs droits et leurs intérêts. Ça, c'est éminemment important. Il y a aussi le rôle, puisque nous portons Grandlieu dans notre nom, c'est de s'assurer que tous les travaux d'aménagement de l'Atlantique ne viendront pas perturber les rives de Grandlieu et son fonctionnement hydraulique et la biodiversité attachée à Grandlieu. Ensuite, on doit s'inscrire dans une démarche un peu plus collective, qui est de dire le Grand Ouest de la France doit pouvoir demain s'organiser pour être attractif et accueillir nos enfants, petits-enfants et autres générations à venir dans les meilleures conditions possibles. Donc je participerai à ces débats. On vous sent très actif, notamment avec Philippe Grosvalet aussi, président du conseil départemental de Loire-Atlantique et du syndicat mixte aéroportuaire, très actif à vouloir mener justement cette fronte en se disant en gros on ne va pas se laisser faire, quoi. Oui, c'est clair. D'ailleurs la commune s'arme et j'ai fait prendre une décision au conseil municipal extraordinaire de lundi la semaine dernière, très clairement, de manière quasi unanime, à une voix près, on a mis en place une stratégie qui est celle-ci, celle que je viens d'évoquer, sur la protection des riverains et de Grandlieu, mais aussi le court terme et le moyen terme et le long terme de la commune. Et pour ça, eh bien, on s'associe avec des cabinets spécialisés nous accompagnent. Aujourd'hui, nous avons 3 cabinets d'avocats, 2 Parisiens et un Nantais, qui nous accompagnent dans la construction de cette stratégie. Donc, dès que l'État avancera un pion, on sera devant. Parce qu'il y a déjà des propositions qui ont été faites du côté de l'État. Comment vous les accueillez? Il n'y a aucune proposition en tant que telle. Il y a une feuille de route qui a été donnée par Elisabeth Borne, ministre des Transports, à M. Francis Rol-Tanguy, aux fonctionnaires. Et dans cette feuille de route, en fait, on reprend les éléments un peu génériques de la problématique de la desserte du Grand Ouest, de l'accessibilité dans l'Atlantique. Et puis, accessoirement, on parle de compensation dans le sens aide à l'isolation phonique des logements, comme si on ne faisait que vivre à l'intérieur d'un bocal, et l'éventuel redelaissement.
Alors, droit de délaissement, oui, pour juste bien comprendre, c'est la possibilité pour les propriétaires de revendre leur maison. Oui, effectivement, à ce que l'État achète, c'est-à-dire que les gens, effectivement, dans un périmètre qui est à définir, parce qu'on ne le connaît pas, les propriétaires peuvent effectivement demander à l'État de faire l'acquisition de leurs biens au niveau du marché, sans décote, ce qui est important, ce qui est normal, hein, au même titre qu'ailleurs. Ça se fait pour les opérations nouvelles, c'est une nouvelle infrastructure aéroportuaire, mais ce n'est pas encore dans le droit pour les infrastructures existantes. Donc il faut d'abord que ce soit traité, et là j'espère que nos parlementaires feront ce qu'il faut pour légiférer dans ce sens. Mais on remarquera dans cette feuille de route, dans l'aide de mission, qu'il n'y a aucun élément, ni même un seul mot, sur les compensations dites exemplaires. Qui ont été annoncées le 17 janvier par Édouard Philippe au village de Saint-Étienne-de-Grandlieu, mais j'imagine aussi pour la métropole nantaise, hein, plus largement. Ces compensations exemplaires ne figurent pas dans l'aide de mission de M. Francis Rol-Tanguy. En fait, il n'y a que du droit dans ces éléments-là. Donc moi j'attends, et je demande à l'État d'ailleurs, par un courrier qui va partir demain auprès du Premier ministre, à ce que ce soit précisé, et je veux avoir une vision immédiate du plan B de l'État. Il y a déjà des recours qui sont en cours auprès du Conseil de l'État sur le plan de prévention du bruit dans l'environnement qui aurait dû être mis en place par l'État, mais qui n'est pas le cas. Donc vous avez fait un recours en ce sens. Et on peut imaginer qu'il y aura d'autres recours par la suite? Oui, il y a déjà celui-ci qui est important, parce que ça, on parle de la protection des riverains, et on imagine effectivement un certain nombre de recours, notamment au regard du droit à l'environnement. Je pense à la protection de grands lieux, toujours, puisque peu de monde en parle, encore une fois, donc au moins nous, on va y aller. Et sur la situation existante, pas seulement en cas d'allongement, il y a des sujets aujourd'hui qui méritent attention, et puis d'autres problématiques au regard de toutes celles et ceux, par exemple, qui ont fait des acquisitions depuis 2008 et qui aujourd'hui voient leurs biens totalement sous-évalués ou dévalués, y compris des biens communaux. Vous avez parlé de votre programme en 2008, en 2014, est-ce qu'il y aura un programme en 2020? Autrement dit, est-ce que vous pensez vous représenter à la mairie en 2020? La décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise et le programme, quel que soit le candidat ou la candidate, sera extrêmement complexe à monter parce que si nous n'avons pas de vue précise de ce que pourrait être Saint-Étienne demain, je ne sais pas sur quoi on va se baser pour proposer quelque chose. Même quant à la continuité des services publics, ça va être de plus en plus difficile à organiser. Mais on vous attend. Les habitants vous attendent. Il paraîtrait. Il paraîtrait. Vous avez quand même eu droit à une standing ovation le jour des vœux. Oui, enfin, c'était pas forcément attendu. C'est pas, enfin, je l'ai pris aussi de manière très collective parce que c'est aussi tout le conseil municipal qui était à mes côtés, minorité et majorité réunies. C'est important. Je pense que à travers la commune et son maire et son conseil, c'est toute la commune qui est aussi soutenue et ça fait chaud au cœur des Agnanais, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Claude Lemasson. Merci à vous.